Bonjour à tous, bienvenue dans Europe Hebdo, votre rendez-vous d'actualité européenne ici au Parlement européen à Bruxelles. Au programme de cette émission, l'Europe face à la menace terroriste. Près de 6 mois après les attentats de Paris et 1 mois après les attentats de Bruxelles, comment l'Union européenne peut-elle lutter contre ce fléau alors que le fichier PNR, Passenger Name Record, qui doit recenser les déplacements aériens, a enfin été voté par le Parlement lors de la dernière session plénière? Cet outil sera-t-il suffisant? Faut-il, comme certains le réclament déjà, un FBI européen? Mais d'abord, avant d'en débattre avec mes invités, retour sur les ratés des services de renseignement et de police dans le cadre de l'enquête. À tout de suite. « 22 mars 2016, 8 h du matin, une double explosion provoquée par des kamikazes ravage l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. Moins d'une heure plus tard, c'est au tour de la station de métro de Malbec, à 300 mètres des institutions européennes. Bilan, 30 personnes décédées, plus de 270 blessés. Fomentés depuis Molenbeek et Schaerbeek, dans la banlieue de Bruxelles, ces attentats plongent la Belgique dans l'horreur, quelques mois après les attentats de Paris. Ce que nous redoutions s'est réalisé. Notre pays et nos concitoyens ont été frappés. L'enquête détermine rapidement que c'est la même équipe qui est à l'origine des deux attentats. Les arrestations se succèdent, tout comme les révélations sur les ratés des services de renseignement. Face à ce fiasco, les ministres belges de l'Intérieur et de la Justice ont présenté leur démission, refusée par Charles Michel. Les débats tournent au Belgium bashing. Dans la lutte contre le terrorisme, dans tous les pays, dans le monde et en Europe, il y a eu des succès et il y a eu des échecs. Il y a eu de grands succès en Belgique. Nous avons empêché de nombreux attentats. Plus de 100 condamnations l'année passée, en 1 an, en matière de terrorisme. Concurrence des services de sécurité nationaux, manque de coopération, des renseignements, lenteur des prises de décision, les constats sont les mêmes, de Bruxelles à Paris. Probablement qu'il y a encore de l'amélioration à apporter à nos systèmes de partage d'informations et de renseignements. Face à la menace terroriste, les capitales sont donc condamnées à coopérer et à s'entendre. Et pour en parler, je reçois Gilles de Kerchove. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur à la lutte antiterroriste ici au sein de l'Union européenne. Bienvenue à vous. À côté de vous, Jean Arthuis, vous êtes député européen, membre du groupe libéral-démocrate et président de la commission des budgets. Bienvenue. Bonjour. Enfin, en face de vous, Philippe Lamberts, vous êtes coprésident du groupe des Verts ici dans ce Parlement. Messieurs, je voudrais d'abord revenir un petit peu sur cette enquête. Comment est-ce que vous expliquez à ce point ces ratés? Ça a quand même été pointé un nombre de fois assez important, que ce soit sur les attentats de Paris, puis à Bruxelles. Comment est-ce qu'on a pu, à ce point, ne pas communiquer entre nos services, Gilles de Kerchove? Moi, je trouve que c'est trop tôt pour tirer des conclusions. Il y aura des commissions d'enquête qui permettront de déterminer. Moi, je ne tire pas du tout nécessairement la conclusion qu'il y a eu des ratés dans l'échange de renseignements. Si vous regardez, par exemple, ce qui s'est passé à Paris avec Charlie Hebdo, est-ce que c'était un problème de données? Pas nécessairement. C'est peut-être une question d'analyse. Donc, c'est pour moi très important, dans les semaines à venir, de pouvoir tirer les bonnes conclusions. Cela étant dit, il est clair qu'on doit intensifier l'échange et intensifier l'analyse. Vous êtes d'accord, Philippe Lamberts? Là, j'ai beaucoup de respect pour Gilles de Kerchove, mais très franchement, quand Salah Abdeslam est arrêté au péage d'Ordin et que la police française lui dit circuler, il n'y a rien à voir, parce qu'elle n'a pas été informée par la police belge que c'est un suspect d'acte de terrorisme, je dis, il y a quand même un petit problème de communication, d'information. Quand El Bakraoui revient en Europe, de Turquie, que les services turcs informent les services belges et les services néerlandais, attention, il y a un gars dangereux qui est en train de revenir. Le type dit non, je ne vais pas revenir en Belgique, c'est trop dangereux, je vais passer par les Pays-Bas. Ok, faites ça. Et sur les 3h30 du vol, les Hollandais n'ont pas le temps de dire, tiens, on va peut-être aller le cueillir et on va le laisser partir en Belgique. Enfin, qu'on me dise qu'il n'y ait peut-être pas de problème de partage d'informations, moi ça me semble crever les yeux que cette logique du chacun pour soi à l'intérieur des États membres, les services qui ne communiquent pas entre eux et entre les États membres, c'est en tout cas un élément évident des faillites de la lutte antiterroriste en Europe. Le deuxième est évidemment celui, et là je suis assez d'accord avec Gilles de Kerchove, de l'exploitation du renseignement. Quand on a du renseignement, on n'a pas les moyens. Faute de moyens, je veux dire, quand on parle de moyens humains alors. Ah oui. Jean Arthuis, c'est un problème d'homme ou c'est un problème de volonté politique? C'est un problème de moyens. Oui. Le problème de moyens résulte d'un problème de volonté politique, incontestablement. Mais nous sommes dans un espace européen. Et le fractionnement
de l'espace judiciaire, c'est le rêve de tous les délinquants, de tous les criminels, de tous les terroristes. Oui, parce qu'effectivement, pour eux, il n'y a pas 28 États, il y a un seul territoire. Et le fait de pouvoir franchir une frontière pour échapper à des poursuites, c'est l'idéal pour les délinquants. Et par ailleurs, l'absence d'échange d'informations au XXIe siècle, alors que les capacités numériques nous donnent des moyens sans précédent, cette attitude des chefs d'État et de gouvernement, parce qu'ils reçoivent l'onction démocratique au plan national. Parce que selon vous, Jean-Arthur, pour être clair, c'est que les chefs d'État et de gouvernement ne veulent pas transmettre en fait cette capacité, parce que si on est dans le domaine du régalien, il est hors de question en fait de lâcher ça. On ne lâche rien, parce qu'on veut être celui qui détient les prérogatives de souveraineté nationale. Gilles de Kerchove, c'est le cas. Moyennant quoi on donne en spectacle, trop souvent, l'impuissance politique, et c'est ça qui déchaîne le populisme. On a retrouvé, en cherchant un petit peu dans nos archives, eh bien une interview commune qu'avaient fait Gerhard Schröder et Jacques Chirac il y a de ça 10 ans, après les attentats de Londres, où déjà à l'époque, ils nous parlaient d'un FBI européen qui est revenu, donc il y a encore quelques jours. Voilà, exactement. Il y a encore quelques jours dans le débat, on réécoute. Nous allons renforcer le plan d'action européen contre le terrorisme, nous l'avons notamment évoqué ce matin. Nous allons mieux encore coordonner nos services de renseignement et de police, et aussi nos justices. Je suis d'accord avec le président Chirac. La lutte contre le terrorisme exige que nous mettions en commun toutes les énergies nécessaires. Alors, c'est quand même fou, c'était il y a 10 ans et on se retrouve aujourd'hui face à un serpent de mer qui n'a absolument pas changé. C'est beau comme l'antique. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on attend finalement que rien ne bouge. Je vous pose la question, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2004, 2005 enfin, on a eu Gilles de Kerchove l'a dit, quand bien même on décide déjà des mesures de partage d'informations, on ne les exécute pas. Et c'est vrai que, vous l'avez dit, on touche au domaine du régalien. Et donc, c'est extrêmement sensible, parce que c'est par excellence le domaine de la souveraineté. Voilà, ce sont les chefs de gouvernement et les ministres qui refusent. Maintenant, il y a évidemment un souci qui est souvent mis en avant. Oui, mais si on partage les informations qu'on a et qu'elles tombent dans de mauvaises mains, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment une confiance absolument inébranlable dans la qualité de l'étanchéité des services de renseignement de tous les États membres, et je peux comprendre, alors on utilise souvent cet argument-là pour dire « Ah, alors on ne partage pas, vous comprenez ?» Mais là, je pense que peut arriver qu'au plan national, on ne partage pas l'information non plus. Oui, effectivement, il y a concurrence, et on l'a vu en France, il y a concurrence entre les services, gendarmes, police, etc. Ce que j'espère, en tout cas, c'est que les événements qui sont passés vont produire un sursaut, parce qu'il y a quand même temps. Oui. Alors, moi, je voudrais simplement dire, parce qu'on pose souvent la question, faut-il un FBI européen? Honnêtement, on peut le regretter, mais en l'état actuel des textes et des traités, l'Union n'a pas formellement de compétences en matière de renseignement. Non, mais rien ne l'empêche d'eux. Mais c'est pas parce que c'est pas écrit dans le traité qu'on peut pas faire. J'essaie de travailler dans le cadre. Oui, je comprends. Je pense que je suis assez volontariste, mais mais il n'y a pas de traité possible aujourd'hui. De faire en sorte que les outils européens soient alimentés. Et donc ça, c'est un premier exercice. Deuxième exercice, c'est d'encourager les services de renseignement, déjà entre eux, de travailler de manière plus structurée. Ils travaillent entre eux. Je crois qu'il ne faut pas laisser penser que les services de renseignement ne partagent pas. Je peux vous garantir qu'ils travaillent 24 heures sur 24. Il n'y a pas un chef de service de renseignement qui est responsable, ils le sont tous, qui n'est pas obsédé par l'idée d'éviter un attentat. Il faut être quand même sérieux, ce n'est pas des gens légers. Et ils travaillent beaucoup. La question n'est pas tellement celle-là, c'est plutôt de passer, moi j'appelle ça de manière un peu simple, de l'artisanat à l'industrie. Mais je dois dire aussi que le club des services de renseignement, j'étais avec eux il y a quelques jours, ils sont en train de se constituer une plateforme commune. Le défi sera ensuite de nouer un lien entre cette plateforme commune et Europol. Oui, et là, donc du coup, Jean Arthuis, il faut peut-être espérer que ça ne prenne pas encore 20 ans. Je salue l'engagement de M. de Kerchove, mais vous êtes au service du Conseil, c'est-à-dire... les chefs d'État et de gouvernement. Et vos interlocuteurs sont souvent des diplomates, plus que des politiques. Nous sommes parlementaires et nous devons dire avec force et proclamer qu'il y a nécessité de modifier les traités. Maintenant, on ne va pas continuer dans le cadre... Mais vous savez bien que aujourd'hui, si vous présentez un nouveau traité, ça ne passe pas.
Ça ne Non, passera d'accord, mais pas. ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le détenteur de la légitimité, de la compétence en matière de sécurité intérieure, c'est l'État membre. On ne va pas aller faire une Europe de la sécurité contre les États membres. Il va bien falloir les encourager. Donc j'approuve assez l'approche de Gilles de Kerchove de dire on fait tout pour encourager, sachant qu'il n'y a pas d'obligation au titre des traités, mais il n'y a pas non plus d'interdiction. Autrement dit, tout ce que les États veulent faire ensemble, rien ne l'interdit dans les traités. Donc Par contre, rien ne l'oblige non plus. Je vais prendre l'exemple d'Europol. Europol, rien n'interdit à Europol de recevoir du renseignement. Et donc, s'il y avait une volonté politique, Europol peut se mettre à recevoir du renseignement. Donc pas besoin de Ce qui est FBI très vrai, européen ce que pour vous le avez coup dit, alors. C'est qu'il n'y a pas d'obligation dans ce domaine-là d'Europe. Il y a une obligation d'Europe en matière de Schengen, parce qu'à partir du moment où vous levez les contrôles aux frontières intérieures, vous devez inévitablement avoir une politique harmonisée de visa et de plus en plus d'asile. Mais en matière de sécurité, et c'était mon raisonnement avec le PNR aussi, je disais au Parlement européen, je vois bien vos objections en matière de vie privée, mais si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va se passer? Tous les États membres vont se doter d'un PNR national. Alors pour être clair, le PNR, pour nos spectateurs, c'est donc un métafichier qui va recenser 19 informations, votre nom, votre prénom, le type de bagage, ça peut aller jusqu'à 34, qui est quand même la plus grosse base de données potentiellement sur le territoire européen. Ouais. Donc effectivement, ça pose des questions. Non mais je voulais juste poursuivre mon raisonnement, c'est que si et le Parlement, qui est quand même une institution supranationale qui veut pousser à l'intégration, aurait eu comme paradoxe en refusant le PNR européen, qui n'est pas vraiment européen, on est d'accord, mais aurait eu comme paradoxe qu'on aurait eu 28 PNR nationaux, ça aurait été moins efficace, moins protecteur, parce qu'on sait bien que les niveaux de protection ont été différents, et moins européens, ce qui aurait été tout de même un paradoxe. Alors, justement, à ce propos, le PNR a donc été voté la semaine dernière après des mois d'atermoiement, voire des années. Est-ce que ça va changer quelque chose d'avoir ce fichier? Est-ce que cela va véritablement empêcher de nouveaux attentats terroristes, Philippe Commerce? On nous vend le PNR, et arrêtons de parler du PNR. Il s'agit bien de 28 PNR. Un standard européen peut-être, mais c'est toujours 28 PNR. Oui, mais arrêtons de dire le PNR. Ce sont 28 PNR entre lesquels l'échange d'informations n'est pas obligatoire. Première chose. 2, on nous vend l'outil comme un outil d'identification. D'accord? Or, moi je regarde les faits, et les faits nous disent, eh bien, ça fait 10 ou 15 ans que des attentats se commettent par des gens qui sont identifiés. Pour l'immense majorité d'entre eux, ils sont identifiés. Ce ne sont pas des nouveaux venus. Le PNR, dans les cas qui nous occupent, aurait servi à rien du tout. Et donc moi je pose une question à Gilles de Kerchove, que je n'ai pas toujours entendu enthousiaste du PNR. Qu'est-ce qui nous empêcherait d'avoir un système de collecte ciblé? Vous dites on a 5000 suspects. Donc qu'est-ce qui nous empêcherait d'avoir un système de collecte ciblé et sous mandat judiciaire de données PNR? Avec ça, moi, j'ai aucun problème. Ce qu'on a maintenant, c'est une collecte généralisée et sans mandat. On sera peut-être pas en capacité de traiter. Et ça change rien. On parlait des moyens humains. Comment est-ce qu'on traite autant de données, Jean Arthus? Je vais peut-être expliquer à quoi ça sert, mais je vous en prie. Moi, j'ai voté le PNR. Mais c'est un couteau sans manche. En effet, c'est 28 PNR. Il y a le feu dans la maison, mais les États membres disposent de 2 ans pour mettre en application cette directive. Oui. L'échange d'informations n'est pas une obligation. Alors, néanmoins, il offre une possibilité de coopération entre certains États membres. Il n'aurait plus manqué que Donc, j'espère que certains parmi eux vont s'en saisir, ceux qui ont confiance mutuellement en eux. Puisqu'on me dit que dans certains cas, on ne veut pas échanger automatiquement parce qu'il pourrait y avoir des fuites d'informations. Donc au moins, il y a quelques États sûrs, et j'espère que ces États-là vont pouvoir travailler rapidement ensemble, parce que si on laisse chacun développer son propre logiciel, y aura-t-il une parfaite compatibilité le jour? Oui, effectivement. Je vais dire d'abord, la Commission va très vite venir avec une mesure d'application de la directive en définissant des standards communs. Donc je pense que techniquement, ce ne sera pas tellement le problème. Il faut bien comprendre à quoi sert le PNR. Le PNR, ce n'est pas la solution à tout. Je pense que si quelqu'un a dit ça, non, mais je ne sais toujours pas de quoi c'est la solution, en fait. C'est pour pouvoir détecter les mouvements suspects de personnes qu'on n'aurait pas détectées à travers le travail du renseignement de terrain. C'est-à-dire qu'à Molenbeek ou dans les banlieues françaises... Mais est-ce qu'on a les moyens humains? Mais les services de renseignement arrivent à détecter, à travers leur travail normal, des gens qui se dirigent vers la Syrie. Et demain, ça peut être un... Et donc, c'est aller à la pêche. Non, ils font leur travail de terrain. Ah non, je dirais il y a plus ou moins 30% qu'on ne parvient pas à détecter. Et nous allons changer la législation pour contrôler systématiquement les Européens. Mais en fait, le PNR sert à quoi? Sur la base de ce que nous dit le renseignement, sur le profil moyen du candidat. Donc c'est du profiling.
C'est une sorte de profiling, mais Absolument. moi, je ne dis pas de gêne à le dire. Mais vous savez qu'au Royaume-Uni, ça a pour effet de réduire le profiling et je dirais le contrôle ethnique. Pourquoi? Parce qu'on ne se base pas sur la couleur de la peau, on ne se base pas sur la religion, mais on se base sur des... Non, mais je dois l'expliquer. Si, et je prends... Ne considérez pas que c'est nécessairement les critères, mais si les services de renseignement vous disent, le candidat moyen qui part au djihad en Syrie, c'est quelqu'un qui voyage sans bagage, prend son billet le dernier jour et paye en cash. Par exemple, vous mettez ces 3 indicateurs qui sont franchement anodins. Hein, on est bien d'accord. Et vous les mettez dans votre algorithme. Et vous peignez des milliers de passagers, et vous sortez simplement la liste de ceux qui ont plus ou moins ce profil-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on les arrête, ça veut dire simplement que là, la police commence à faire son travail. Mais on s'y intéresse. Le type à la frontière, à votre avis, il fait quoi quand il voit passer les flux de passagers? Il fait ça à la tête du client. Eh bien justement, ça réduit cette espèce de profiling. Maintenant, et donc ça me paraît déjà très crédible. Ça. Rationnellement, ça a l'air de tenir la route. Maintenant, les États-Unis ont un PNR. Or, je sais qu'au Congrès des États-Unis, on demande au département de l'Intérieur, tiens, au fait, enfin de la sécurité intérieure, tiens, le PNR, ça a déjà servi à quelque chose. Et jusque maintenant, la réponse est... Pas vraiment. S'ils avaient un exemple où, grâce à du profiling, ils aient pu empêcher un attentat, je suis sûr qu'ils seraient sortis à l'agiter avec un grand drapeau. Vous aurez le dernier mot, Jean-Arthus, sur le PNR. C'est un instrument. C'est un instrument. Ça n'est pas forcément la solution. C'est un début de réponse, mais c'est pas ça. Il va à nouveau, la logique, c'est on collecte des informations sur tout le monde, on fait tourner dessus des algorithmes pour identifier les comportements déviants. Et contre le terrorisme, on se dit, bah oui, c'est bien normal. Le problème, c'est le genre d'outil. Quand Snowden est sorti avec la surveillance généralisée des télécommunications, d'Internet, etc., on s'est tous dit scandale, mais en fait, c'est exactement la même logique qui est à l'heure. Les grandes oreilles françaises, on les connaît. Hein. Donc, monsieur, on ne prétend pas régler tous les problèmes, c'est un instrument supplémentaire. On peut créer avec ça un précédent il nous permet en tout cas de poser très clairement le principe d'un FBI européen. Il y a 10 ans, M. Schröder et M. Chirac en étaient les promoteurs. Il ne s'est rien passé depuis. Donc j'espère que cette situation dramatique, cette tragédie qui mettent nos opinions publiques en transe, j'espère que politiquement, on va en tirer les conséquences. Mais donc là, moi, je propose, puisque nous n'avons pas juridiquement les compétences de le faire dans le cadre institutionnel de l'Union en tant que FBI au sens recueil de renseignements, M. Renzi l'a proposé, M. Michel l'a proposé, rien n'empêche les États membres de le faire à quelques-uns, en dehors du cadre institutionnel. En coopération structurée. Et il faut, vous savez, quand l'Europol a été créé, vous savez comment ça s'est passé? C'est le chancelier Kohl, à la suite de la chute du mur de Berlin, qui était très préoccupé par la criminalité en provenance de Russie. Et il a, contre l'avis de son BK, contre l'avis de son ministre de l'Intérieur, parce que c'était un homme qui avait du leadership, dans la négociation de Maastricht, il a dit « nous allons le faire ». Personne ne savait ce que c'était. On l'a accepté parce que c'était le chancelier Kohl, et ça se retrouve dans le traité de Maastricht. Il y a eu une autre conséquence à ces attentats, c'est le retour des contrôles aux frontières, notamment la frontière franco-belge. On a voulu savoir un petit peu comment se déroulaient ces contrôles renforcés, donc c'est Yaël Goujon qui s'est rendue sur place. De mémoire de chauffeur routier, on n'avait pas vu ça depuis 20 ans. Ici, c'est souvent 20 à 30 minutes qu'on perd à cause des embouteillages dus au rétrécissement des voies pour passer la frontière sous l'œil des douaniers français. Depuis le rétablissement des contrôles à la frontière franco-belge, le trafic routier est ralenti. Des kilomètres de bouchons et au bout, une fouille aléatoire des cargaisons. Une entorse à la libre circulation des marchandises. Les accords de Schengen ont été signés il y a maintenant 20 ans. Cette PME de transport belge a vu son chiffre d'affaires s'infléchir de 5%. L'impact pour nous, disons, c'est, si vous voyez qu'un chauffeur pour rouler entre 9 et 10 heures de travail, qui perd à peu près une demi-heure par jour, ça fait à peu près 5%, disons. 5% de perte de chiffre d'affaires, ce restaurant routier, lui, perd beaucoup plus. Ici, les clients ont déserté, restent les voisins et les habitués. Les routiers sont, eux, trop occupés à passer la douane. Le midi, il y avait beaucoup de monde, mais maintenant, c'est... Avec les bouchons, il n'y a plus le temps de s'arrêter avec les contrôles routiers, les heures de route et les heures de repos. C'est pour ça que c'est très calme maintenant. Rétablissement de la frontière dans la foulée des attentats de novembre à Paris, les contrôles se sont accentués au fil des semaines. Crise migratoire
Bruxelles, les dispositifs se sont resserrés le long des 620 km de frontières. Nous sommes à Warneton, de l'autre côté du pont, la Belgique. Si les forces de l'ordre ne peuvent pas tout contrôler et qu'il n'a jamais été question de fermer les frontières, carte grise, assurance et permis de conduire. Les contrôles sont plutôt tatillons. Vous pouvez ouvrir votre coffre, s'il vous plaît? Et on va vous passer au fichier, du coup, pour le permis de conduire, comme vous n'avez pas. En 5 mois, près de 6 millions de personnes ont dû montrer patte blanche à l'entrée en France et 10 000 se sont vues interdites de territoire. Certaines personnes étaient signalées par les fiches S. Nous faisons en sorte aussi d'avoir des contrôles avec un nombre suffisant de gendarmes, des gendarmes qui sont armés d'armes de pistolets mitrailleurs, pour être en mesure de faire face à la menace qui est aujourd'hui à un niveau très élevé. Si du côté français on affiche une volonté de faire, du côté belge on est moins optimiste. Vous faites toute la frontière franco-belge, il faut bien se rendre compte que c'est pas possible. À longue échéance, c'est pas possible. À court terme, oui. À longue échéance, c'est pas faisable. En tout, il existe 1500 points de passage entre les deux pays. Alors, quand on leur pose la question, les habitants sont plutôt sceptiques sur l'intérêt du dispositif. Donc ils vont sur les grosses frontières, oui, c'est sûr que c'est rassurant, mais je pense que quelqu'un qui veut passer la frontière, il peut, sans problème. Je pense. Il y a trop de... Comment dire, la frontière est trop large, donc on ne sait pas mettre des gendarmes partout, je pense pas. Donc au final, celui qui prépare bien son plan pour passer la frontière pour les attentats, je pense, il peut passer, quoi. Honnêtement, c'est ce que je pense. Routes, autoroutes, villages et même canaux, la gendarmerie multiplie les modes opératoires. Ce que l'on recherche, c'est tout type de trafic, donc que ce soit la lutte antiterroriste comme le trafic de stupéfiants, et notamment pour le transport de personnes ou de marchandises. Le trafic fluvial, c'est un des vecteurs. Oui, bonjour monsieur, je peux connaître votre provenance, votre destination, votre chargement et le nombre de personnel d'équipage, s'il vous plaît. Pas de problème. Mais avec 60 contrôles par mois, les canaux restent un point de passage discret. S'il n'y a pas de contrôle, on passe comme une boîte à lettres, ça n'a pas changé. Pour les bateaux, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Alors, en Hollande comme en Belgique, pas beaucoup de contrôle. En France non plus. Mais au final, surveiller les frontières est-il toujours une bonne stratégie? Le lendemain des attentats, Salah Abdeslam est contrôlé par 3 fois avant de traverser la frontière. Le tout sans être inquiété. Alors Philippe Lambert, je vous voyais acquiescer pendant ce reportage. Diriez-vous que la frontière franco-belge est une véritable passoire, un gruyère finalement, qu'on est dans de la communication? Absolument. Je me rappelle, juste après les attentats de novembre à Paris, nous avions session à Strasbourg. Et la France avait décidé de fermer ses frontières. Et en effet, il y avait un barrage filtrant à la frontière luxembourgeoise. Et donc, pour le retour, je me suis dit, je ne vais pas passer par là. Je vais passer par Longwy. Et là Et donc, c'était 4 jours après le début de la session. Donc, on est parti un lundi, on est revenu un jeudi. Et donc, il n'y avait absolument rien. Vous savez, on vous ferme les stations de métro, on fait entrer praticable, mais il n'y a personne pour contrôler. Donc, de toute façon, tout le monde s'en fout. Donc, je dis, cette idée qu'en mettant un gendarme tous les 10 mètres, on va prévenir les attentats, je crois que c'est un petit peu une illusion. Vous savez, il y a un État qui surveille ses citoyens massivement, physiquement et électroniquement, c'est la Chine. Qu'est-ce qu'on observe? Il y a des attentats suicides en Chine aussi. Oui, donc, se dire que la sécurité absolue, on va l'avoir grâce à ça, c'est pas vraiment... Jean-Arthus, vous êtes d'accord? Je pense que lorsque se produisent des attentats et des drames, que l'opinion publique est en émoi, les pouvoirs publics procèdent à des actions de communication. Donc là, pour vous, on est dans de la communication, clairement. Oui. On voit circuler dans les rues de Bruxelles des engins blindés, on remet du monde aux frontières, mais très franchement, on est dans la communication. Le vrai sujet, c'est que quand on a créé l'espace Schengen, les États membres ont tiré les bénéfices de l'opération, c'est-à-dire qu'ils ont supprimé des postes douaniers. Ceci a permis quelquefois de faciliter le rééquilibrage relatif des budgets, mais on ne s'est pas du tout préoccupé des frontières extérieures. Voilà. On a
pris les dividendes de la suppression des frontières intérieures et on ne s'est pas occupé du reste. C'est là qu'il y a eu une sorte de bévue collective et on a dit voilà, au nom de la souveraineté nationale, sont responsables ceux des États qui ont des frontières extérieures. Alors, si ça vient par la Grèce, eh bien c'est la Grèce qui est responsable. Et si ça vient par l'Italie, c'est l'Italie qui est responsable. Alors, à ce propos, on met des collaborateurs à disposition. Ils sont sous l'autorité de la Grèce, par exemple, en ce moment. On envoie des douaniers français en Grèce. Ils sont sous l'autorité du gouvernement grec. Alors, Gilles de Kerkhove, on est au milieu du gué, là, avec Schengen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les bénéfices pour les États, il y a le bénéfice pour l'économie. C'est quand même un formidable développement économique qui s'en est suivi. Ah non, mais je ne conteste pas ça. Je dis simplement qu'on n'a pas mis en place aux frontières extérieures les moyens appropriés. Ça a l'air un peu théorique, mais j'aime bien rappeler aussi qu'au fond, Schengen, ce n'est pas la libre circulation des personnes, paradoxalement. Schengen, c'est un projet de mesures compensatoires. La liberté de circulation, elle était prévue par les traités communautaires. Donc, ce que fait Schengen, et c'est un projet qui ne s'arrêtera jamais, il faut le dire. Et quand je dis il faut plus de Schengen, ça veut dire plus de mesures de contrôle. Aux frontières extérieures, donc. Tout à fait d'accord. Mais les frontières intérieures, donc ça veut bien dire que là, le rétablissement de la frontière franco-belge, c'est absurde. Mais c'est en étant beaucoup plus vigilant aux frontières extérieures, systématique. La Commission a fait la proposition de contrôler systématiquement les citoyens européens parce que nous avons, je l'ai dit, 5000 ressortissants. Oui, mais c'est déjà un progrès parce que pour le moment, ce n'était pas le cas. Et aussi la transformation de Frontex en un système de garde-frontières européen avec la possibilité de se substituer à un État qui ne remplirait pas les Mais pour l'instant, c'est l'État qui tient la frontière extérieure. On va vers une mutualisation. C'est un processus qui prend du temps. Et il faut tout le temps raffiner ces mesures compensatoires. C'est aussi l'échange d'informations. Par exemple, en matière de renseignement, c'était peut-être le volet des mesures compensatoires Schengen qui étaient les moins développées. Et donc, on va vers là. Et ça ne s'arrêtera pas parce que la criminalité va peut-être encore se transformer. Et M. de Kerkhove, vous qui êtes du côté du Conseil, la Commission a mis sur la table une proposition pour des gardes-côtes, pour des gardes-frontières. Sous quelle autorité seront-ils et quelle est l'attitude du Conseil en la circonstance? Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Moi, j'attends qu'on ait une position claire de la part du Conseil sur une... C'est en négociation. C'est en négociation, mais on n'en finit pas. Alors, est-ce qu'en attendant, ça voudrait dire qu'il faut rétablir, quoi qu'il arrive, les frontières dans Schengen, les frontières intérieures? Ça ne peut être que temporaire. C'est pour une période limitée. S'il y a vraiment un danger... Oui, là, en l'occurrence, devant la menace de Daesh, est-ce qu'il ne faudrait pas... pousser un petit peu la période. Aux frontières entre les États membres, mais c'est la vigilance à l'intérieur. Il va falloir aussi qu'on apprenne à vivre avec sous la menace, la menace terroriste. Le risque zéro n'existera pas en la matière. C'est la Il faut aussi que si on veut être cru par nos concitoyens, il ne faut pas leur vendre du vent. Et en effet, moi je suis assez d'accord avec Jean Arthuis quand il dit beaucoup d'actions dites de sécurité sont des actions de communication et les citoyens le réalisent bien parce qu'ils le voient sur le terrain. Par contre, je crois que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour collecter les informations dont on a besoin et surtout les exploiter. Moi, je suis un peu inquiet quand je vois qu'on va aller mettre un demi-milliard dans les 28 PNR, quand on sait la pauvreté de la police de proximité. Souvent, c'est le renseignement de terrain qui va faire la différence. Et là-dessus, on a désinvesti quand même dans tous les États. On manque de moyens humains, Gilles de Kerkhove. Oui, ça, je suis totalement d'accord. Je suis aussi d'accord qu'il faut bien envoyer le message à la population que le risque zéro n'existe pas. Mais sur le travail de terrain, moi, je l'encourage. C'est pas simplement la police de proximité, c'est, je dirais, tous les acteurs de première ligne, les formés à détecter, par exemple, des signes très de radicalisation pour apporter des réponses non sécuritaires, pour aider les jeunes. Faire de la prévention. Dans toutes mes interventions, il y a toujours un volet sécurité, mais j'insiste énormément sur le volet de prévention. Et là, on doit faire beaucoup plus. Ça suppose des moyens. Et pour l'instant, les moyens où sont les finances publiques de la plupart des États membres, c'est un vrai sujet. Et donc, n'affaiblissons pas nos économies en fermant les frontières intérieures. Eh bien, ce sera le mot de la fin, messieurs. Merci. De la vigilance. Merci à vous d'avoir accepté de débattre sur cette question. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir, bien entendu, sur notre site internet. Vous pouvez réagir et commenter sur les réseaux sociaux. La semaine prochaine, vous retrouvez Ahmed Tazir ici, à cette place. Ciao.